Tout d'abord, je veux remercier le magazine Coup d'œil de la Costa Brava de m'avoir posé les questions dont je vais vous entretenir dans cette vidéo. Donc je profite de cette interview pour vous éclairer sur quelques points importants de votre achat ou de votre achat éventuel en Espagne. Nous allons aborder une série de questions dont vous trouvez le relevé sur le premier PowerPoint, sur le premier slide du PowerPoint. Vous avez là 10 questions que nous allons aborder, qui sont, je pense, les premières questions que chaque Belge qui achète en Espagne devrait se poser. La première discussion, c'est faire la différence entre la résidence et le domicile. La résidence, c'est l'endroit où vous vous trouvez matériellement, réellement. Le domicile, pour un Belge, c'est l'inscription à la maison communale de sa commune où il habite, où il dit habiter, où il deviendra effectivement domicilié légalement. Vous savez qu'en Belgique, nous avons un registre national qui renseigne le domicile de toutes les personnes qui se déclarent dans les communes, ce qui est une obligation depuis 1915. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a une différence entre domicile et résidence. Vous pouvez être domicilié dans une commune A et effectivement être de résidence dans une commune B ou éventuellement même en Espagne. Cela a des conséquences fiscales. Bon, la résidence en Espagne, comme la résidence en Belgique, c'est l'endroit où vous avez effectivement vos centres d'intérêt majeurs. Et donc, c'est à partir du moment où votre résidence, qui est une présence physique, qui peut être une présence pendant les vacances, devient une présence permanente au-delà en Espagne de 183 jours, vous allez passer du concept de la résidence matérielle à la résidence fiscale, avec les conséquences, j'allais dire les inconvénients, pas toujours, les conséquences de la fiscalité en Espagne. Donc vous allez alors passer du concept de résidence à la concept de résidence fiscale. Si vous devenez un résident fiscal en Espagne, malgré que vous soyez domicilié en Belgique, vous allez devoir faire votre déclaration fiscale en Espagne, qui est fort similaire à ce que l'on fait en Belgique, mais ce sera l'État espagnol qui vous taxera sur tous vos revenus dans le monde. Le premier point, lorsque l'on achète en Espagne, c'est, nous parlerons dans le dernier slide que je vais vous proposer sur le processus général d'achat. Il y a une particularité en Espagne, c'est qu'il existe un registre des étrangers. Vous allez devoir d'abord vous inscrire dans ce registre des étrangers pour pouvoir continuer votre processus d'achat de votre immeuble, que ce soit un appartement, une maison ou même une forêt. Donc, le Belge doit, mais surtout, ce qui fait faire frissonner, c'est le Belge doit déclarer en Belgique son achat immobilier espagnol. Les conséquences sur la taxation belge. On va commencer par la Convention de prévention de double taxation. Le principe, c'est que vous ne serez jamais taxé deux fois sur la même chose en Espagne, une fois et une fois en Belgique. Donc ce sera soit les Espagnols, soit les Belges qui vont lever l'impôt sur l'immeuble. En ce qui concerne les immeubles, la Convention prévoit que toutes les taxations sur l'immeuble en tant que tel seront des taxations qui seront levées par l'État espagnol, ce qui est une bonne nouvelle. En général, l'État espagnol est moins gourmand que l'État belge. Par contre, cela aura quand même un impact sur votre taxation belge. Pourquoi? Parce que ça va rentrer dans votre calcul général. Je m'explique, ça rentre dans ce qu'on appelle la progressivité de l'impôt. Donc, cette réserve de progressivité, en Espagne comme en Belgique, il y a un revenu cadastral. Ce revenu cadastral est théorique, il est calculé par les deux administrations, d'ailleurs de façon différente, et le revenu cadastral en Espagne est largement inférieur à ce que l'on fait chez nous en Belgique. Donc c'est déjà quand même un avantage. Cependant, ce revenu cadastral va entrer théoriquement dans votre base taxable en Belgique, ce qui fait que cela aura un effet sur la dernière tranche de vos revenus. Si vous êtes par exemple dans votre dernière tranche de revenus est à 40% de taxation, en incluant le revenu cadastral espagnol, vous pouvez passer pour cette dernière tranche dans la tranche de taxation à 50%. Donc indirectement, vous serez aussi taxé en Belgique. Mais ce n'est pas, sur le plan théorique, une taxation sur l'immeuble, c'est une taxation sur vos revenus généraux. Donc c'est un peu compliqué, mais donc il y a une influence sur votre revenu belge. Alors, lorsque vous aurez acheté votre immeuble, sur quoi serez-vous taxé? Il y a deux grands chapitres sur la taxation de l'immeuble. D'une part, c'est sur le patrimoine, c'est-à-dire sur les briques en tant que telles, et sur la taxation sur les revenus.
Alors, la taxation du patrimoine, c'est donc ce que nous appelons en Belgique le revenu cadastral, qui existe aussi d'une certaine manière en Espagne, mais ce revenu cadastral engendrera une taxe foncière qui sera levée par le royaume espagnol et non pas par le royaume belge. Et vous y avez intérêt, l'Espagne est en règle générale beaucoup moins gourmande que la Belgique. Ça, c'est pour la taxation du patrimoine en tant que tel. La taxation des revenus. Alors là, il faut faire quelques distinctions. Si vous ne donnez pas votre bien en location, vous n'aurez en principe pas de taxation sur des revenus puisque vous n'avez pas de revenus, que ce soit en Espagne ou que ce soit en Belgique. Par contre, si vous faites des locations privées, par exemple, vous mettez une affichette à la maison communale de votre domicile et vous louez de la main à des amis ou à des personnes de passage, vous allez être taxé sur ces revenus que vous allez devoir déclarer en Belgique comme en Espagne. Ces revenus seront taxés en Belgique parce qu'ils feront partie des revenus globaux de vos revenus dans le monde. C'est ce qu'on appelle la location privée. Donc c'est vous qui éventuellement via une agence spécialisée, mais ce sont des locations que l'on qualifie de privées. Là où vous devez éventuellement vous méfier, c'est quand la location privée devient une location commerciale. D'abord, il y a un impact sur la TVA, et ensuite, il y a un impact sur la taxation sur les revenus qui est plus élevé. Mais pourquoi est-ce que je dis qu'il faut se méfier? Parce que si vous passez par exemple par des plateformes style Airbnb ou Booking, vous allez faire ça vous-même sans passer nécessairement par des intermédiaires autres que la plateforme. Mais si vous répétez ces locations, vous allez tomber de la location privée dans la location commerciale. Donc méfiez-vous, si vous faites des one-shots de temps en temps avec des amis qui viennent une fois tous les ans, trois semaines, vous resterez dans la location privée. Par contre, si vous êtes sur un Airbnb et que votre appartement est occupé 6 mois par an, vous avez un risque de tomber dans la location commerciale. Donc informez-vous convenablement au départ. Alors une notion qui est importante pour les propriétaires, c'est la nue propriété et l'usufruit. C'est quoi en fait? La pleine propriété, ce que l'on appelle la propriété, est juridiquement divisible. Donc ce n'est pas une division matérielle, mais c'est une division juridique sur papier. Mais elle a des conséquences fiscales extrêmement importantes. Alors, il y a d'une part la nue propriété et d'autre part l'usufruit. Alors, la nue propriété, c'est la détention des briques, pour faire simple, et l'usufruit, c'est l'usage que l'on a de ces briques. Donc, par exemple, je reviens au slide précédent, lorsque vous avez des revenus de votre appartement, les revenus vont aller à l'usufruitier et le nu propriétaire ne touchera rien. L'avantage pour le nu propriétaire, c'est qu'il n'aura quasiment jamais de taxation sur sa nue propriété. Par contre, l'usufruitier va se retrouver avec les taxations de ce que l'on appelle la propriété pleine. Mais c'est très important parce que cette division juridique peut avoir des conséquences, notamment sur des donations, par exemple. Si vous faites une donation, si vous avez la pleine propriété et que vous avez envie de faire une donation à quelqu'un, vous pouvez garder en fait la nue propriété pour vous et donner que l'usufruit. Donc la personne, ou l'inverse, vous donnez la nue propriété à une personne et vous gardez l'usage de la propriété. Ce qui se fait régulièrement dans des donations ou dans des gestions patrimoniales, dans les successions ou anticiper les successions, surtout de la planification successorale. Donc ça, c'est important. Il faut savoir que ce sont des actes notariés qui doivent être rédigés. Ces actes notariés pour les Belges ne sont pas nécessairement à enregistrer en Belgique. Ils peuvent être enregistrés en Espagne. C'est très important parce que la taxation sur les donations et sur les successions sont très différentes entre l'Espagne et la Belgique. L'Espagne étant à nouveau, comme je vous l'ai indiqué, moins gourmand que la Belgique. Et en plus, en fonction de la région autonome dans laquelle vous allez être, les taxations sont très différentes. Il y a donc, si vous anticipez des investissements pour gérer votre succession, il y a on ne peut pas le dire, mais la réalité, elle est là, il y a du tax shopping à faire entre les régions. L'Andalousie et la Catalogne ne taxent pas de la même manière les donations et les successions. D'ailleurs, elles ne taxent pas de la même manière non plus le revenu cadastral. Donc, informez-vous. Si
l'impact financier de ce genre de taxation est important pour vous, voyez avec un professionnel avant d'acheter où il faut acheter et comment il faut acheter. Ne vous précipitez pas. Les coups de cœur en matière immobilière sont extrêmement difficiles à retourner et à revenir en arrière. Donc je vous ai déjà parlé du problème des successions et là je fais un peu d'humour, peut-être qu'il est un peu cynique, mais pour les successions, venez avant en parler parce qu'après, c'est plus possible. Donc les successions. Ce qui est important, c'est, je reviens sur la résidence et sur le domicile qui était le premier slide et sur lequel j'ai glissé peut-être un peu trop rapidement. Donc la résidence, c'est l'endroit où vous habitez et le domicile, c'est l'endroit pour les Belges, on présume que vous êtes domicilié en Belgique à partir de votre inscription. On présume. Donc ça peut être renversé. Dans certains cas, les administrations peuvent dire non, il est inscrit en Belgique pour des raisons X, Y, Z qui ne sont pas opposables à l'administration fiscale. C'est dire, voilà, il a préféré faire comme ça parce qu'il va payer moins, enfin, ses héritiers vont payer moins là-bas qu'ici. Donc, il faut quand même être prudent sur votre planification successorale et réfléchir à ce que vous faites. Raison pour laquelle il faut le faire avant et pas après. Ce qui est important pour les successions, c'est, je vous l'ai dit, la résidence, c'est l'endroit matériel où vous vous trouvez. À un moment donné, cette résidence matérielle devient aussi la résidence juridique fiscale. En matière de succession, il y a un règlement européen qui prévoit que votre succession sera réglée plutôt, en règle générale, plutôt selon votre nationalité, plutôt que sur le lieu où vous décédez. C'est important et il faut le prévoir parce que, effectivement, la loi espagnole et la loi belge, si elles sont similaires, elles ne sont pas identiques. Donc, par exemple, pour prendre un exemple aisé, les mariages belges sont reconnus, tous les mariages belges sont reconnus en Espagne. Par contre, la cohabitation légale belge n'est pas nécessairement reconnue en Espagne. Donc, si vous avez fait un contrat avec votre partenaire en Belgique pour prévoir, par exemple, l'attribution de la maison commune, il n'est pas du tout certain que ça fonctionnera en Espagne. Donc, soyez prudents. Aussi pour vos biens espagnols. Donc, en principe, si vous êtes extrêmement prudent, vous commencez par faire un testament. Vous pouvez vous limiter à faire un testament relativement simple, d'une seule ligne, en disant « si je décède », enfin le « si », ça nous arrivera à tous, quand je décéderai, ce sera la loi belge qui s'appliquera à ma succession. Vous faites ça chez un notaire et c'est réglé. Comme ça, on sait que quel que soit l'endroit où vous décéderez en Europe, ce sera la loi belge qui s'appliquera. Ce sera quand même une facilité. On a tous plus ou moins une conscience de ce que réserve la loi belge dans le cadre des successions. Et à l'occasion de la petite phrase que vous ferez chez votre notaire, vous pourrez vous informer plus en avant. Si vous avez des questions pointues de planification successorale, il y a des professionnels comme moi qui peuvent vous répondre à une série de questions et effectivement attirer votre attention sur ce qui doit être fait ou ne pas fait. Donc, je reviens à la CPDI. À nouveau, la succession ne sera pas taxée deux fois, elle sera taxée dans un pays ou dans l'autre, mais pas deux fois. Par contre, à nouveau, cette notion de, effectivement, si la succession contient un appartement en Espagne, cet appartement sera taxé, dans le cadre de la succession, sera taxé en Espagne. Et les impôts espagnols seront imputés sur la déclaration de succession en Belgique. Et à nouveau, vous ne payerez pas deux fois les droits de succession. Mais pour déterminer le taux de droits de succession en Belgique, qui est aussi comme pour les impôts progressifs, vous allez avoir effectivement une réserve de progressivité qui va être imputée sur les valeurs. Et donc l'impôt espagnol va être imputé dans sa totalité, mais il aura quand même un impact. La valorisation de l'immeuble en Espagne aura un impact sur votre succession en Belgique. Donc soyez prudents si vous devez organiser tout ça, ce que chacun doit faire, parce que parfois les situations sont compliquées. Notamment parce qu'il y a des recompositions de ménages, etc. Tout ça est évidemment à prévoir et à discuter. Je sais que c'est difficile de discuter des successions, je suis bien conscient qu'effectivement, prévoir ce genre d'événement
n'est pas ce que l'on fait le matin avant se brossant les dents. Il faut y réfléchir et il faut savoir ce que l'on fait. Alors l'impôt sur l'immobilier en Espagne, je vous l'ai dit, il y a un impôt foncier et il sera taxé en Espagne. L'avantage d'avoir votre taxation sur l'immeuble en Espagne, c'est qu'en général, la taxation espagnole est de loin inférieure à ce que l'on prend ici en revenu cadastral et en précompte immobilier. Et donc vous payerez tout cela en Espagne, et donc mettez-vous en règle aussi en Espagne. Ça veut dire que vous devez effectivement, et je reviens à cette notion de résidence, que vous devez effectivement vous enregistrer dans la pardon de l'endroit où se trouve votre immeuble. Cette déclaration de résidence en Espagne ne vous donne pas ipso facto un statut de résident fiscal en Espagne. C'est un enregistrement, une résidence qui est un recensement. Elle n'a pas un effet immédiat sur l'impact fiscal. Mais vous devez vous enregistrer de telle manière à ce qu'effectivement l'administration fiscale espagnole puisse vous taxer pour éviter déjà d'être taxé en Belgique. J'attire aussi votre attention sur le blanchiment des fonds. Je sais que c'est peut-être un grand mot, mais il faut être attentif à cela. La législation espagnole est la même quasiment qu'en Belgique. C'est une législation qui trouve son fondement dans la législation européenne, donc c'est presque identique à ce que vous avez en Belgique. Donc, dans le cadre de la déclaration d'achat de votre bien immobilier en Espagne, tenez compte que l'administration fiscale belge pourrait vous demander quelle est l'origine des fonds pour l'achat de cet immeuble. Ça ne me regarde pas, ça ne devrait pas regarder l'administration fiscale non plus, mais par contre, elle a les moyens de vous faire parler. Alors, la fiscalité belge sur l'immobilier en Espagne, je vous en ai touché un mot, c'est surtout l'impact de l'inclusion dans la progressivité de votre impôt. L'impôt en Belgique, vous allez payer en Belgique si vous êtes résident fiscal belge, c'est-à-dire à partir de votre domiciliation souvent, vous allez payer vos impôts en Belgique sur la globalité de vos revenus dans le monde entier. Si vous avez des revenus à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, etc., vous allez devoir les déclarer en Belgique. Et dans le cadre de différentes conventions internationales de prévention de double imposition, vous ne payerez pas nécessairement dans l'endroit où vous avez recueilli vos revenus. Mais pas nécessairement, parce que c'est souvent compliqué. Il y a des États avec qui c'est extrêmement compliqué. J'évoque les États-Unis, mais je pourrais en évoquer d'autres. Il y a des États avec qui la Belgique n'a pas de convention de double imposition. Donc vous risquez, dans ces cas-là, d'être taxé 2 fois. Donc c'est important. Mais le principe général, c'est vous déclarez tout en Belgique. Et si vous avez été quand même taxé dans le cadre d'une convention internationale dans l'endroit où vous avez touché vos revenus, il y aura effectivement un impact sur l'inclusion de la progressivité. Le système, grosso modo, c'est de vous mettre dans la plus haute tranche taxable possible. Et de nouveau, rapatrier des revenus d'un autre pays, faites attention à la législation sur le blanchiment d'argent. Parce qu'il n'y a pas que la sortie de l'argent qui est examinée par l'administration fiscale belge, il y a aussi le rapatriement de l'argent. Il faut pouvoir justifier que vos revenus sont effectivement clean. L'essentiel de la procédure d'achat en Espagne, on pourrait dire que c'est similaire à la Belgique, mais j'attire quand même votre attention d'abord sur l'existence du numéro d'identification des extranjeros, c'est-à-dire le registre des étrangers, qui est obligatoire pour tout achat immobilier. Donc vous devez d'abord vous enregistrer. Vous pouvez faire ça, si vous êtes belge, vous pouvez faire ça auprès du consulat général d'Espagne en Belgique. Vous ne devez pas nécessairement passer par une administration espagnole, mais vous pouvez le faire. Et à partir de là, vous pouvez commencer effectivement à faire vos démarches en Espagne. Ce NIE vous facilitera la vie aussi auprès des banques espagnoles, puisque cela vous permettra d'ouvrir plus aisément un compte espagnol. Ce n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir un NIE pour ouvrir un compte en Espagne, mais ça facilite les démarches. En ce qui concerne ensuite les achats, comme en Belgique d'ailleurs, il y a toute une série de registres qui vous permettent de savoir si l'immeuble que vous allez acheter est bien défini, si effectivement le jardin que vous voyez
quand vous visitez la maison, appartient effectivement à la maison. C'est un registre cadastral. Il est quasiment le même qu'en Belgique. Il faut vérifier. Il y a aussi un registre des saisies. Parce que, bon, comme en Belgique, un immeuble peut être saisi, par exemple, parce que le propriétaire n'a pas remboursé ou ne rembourse plus volontairement son prêt hypothécaire parce qu'il sait qu'il va vendre. Et il faudra voir s'il y a une hypothèque. Il faudra voir, effectivement, il faut faire un due diligence, comme on dit dans le jargon professionnel. Il faut examiner effectivement toutes ces questions d'hypothèque, de saisie et la situation urbanistique aussi. Parce que comme en Belgique, l'urbanisme est réglementé en Espagne. Il faut savoir si cet immeuble se trouve dans un endroit où il peut se trouver et s'il répond effectivement aux critères urbanistiques qui sont imposés par les administrations locales à la construction d'un immeuble. Ensuite, on ne passe pas nécessairement, comme en Belgique, par ce qu'on appelle un compromis de vente avant de faire l'acte authentique, mais vous pouvez le faire, ça vous permettra d'abord de réfléchir et aussi de faciliter votre... Si vous devez prendre un prêt, ça vous facilitera la mise en place de votre dossier auprès de votre banque. Ensuite, l'acte de compromis de vente sera passé en acte authentique chez un notaire. Le notaire espagnol a grosso modo la même fonction que le notaire belge, mais un notaire acte. Il n'a pas une fonction de détective pour aller vérifier les... Il y a des registres en Belgique où il doit aller vérifier s'ils sont en ordre ou pas. Il doit examiner auprès de l'administration fiscale, par exemple, si vous devez des impôts ou des choses comme ça. Donc, mais s'il y a similitude entre la fonction d'un notaire en Belgique et d'un notaire en Espagne, ce n'est pas exactement la même chose. Donc je vous conseille fortement, si vous entrez dans un processus d'achat d'un immeuble, ce qui est quand même en général un investissement important pour tout un chacun, de prendre sous le bras un professionnel indépendant, à la fois du vendeur, de l'intermédiaire, de l'agent immobilier et du notaire, pour faire les démarches et pour faire le due diligence nécessaire à l'achat de votre investissement. Je vous souhaite un bel investissement en Espagne et beaucoup de soleil. Je vous remercie.